le monde. Aujourd'hui, on va parler des ITSS, donc les infections. Juste un petit peu la caméra. Les ITSS, les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Donc, ceux qui ont leur cahier, ça commence à la page 114. Vous avez les descriptions, ça va 114, 115, 116. Et les pages d'exercice qui seront à faire, ce sont les pages 117 et 118. On va laisser faire les synthèses de fin de chapitre. Donc, vous avez la définition. Qu'est-ce qu'une ITSS? Elle se trouve à la page 114. Une ITSS est une infection transmissible sexuellement et par le sang. Autrefois, on appelait une telle infection une MTS, maladie transmissible sexuellement. Le mot infection est plus juste parce qu'il peut ou non y avoir présence de symptômes. De plus, certaines infections peuvent être transmises par le sang sans rapport sexuel. Bon, en gros, dans mon temps, on appelait ça une MTS. Là, maintenant, vous appelez ça ITSS. Concrètement, ça ne change pas grand-chose. C'est des termes, des définitions. Si jamais vous travaillez dans le domaine de la santé, ça va peut-être faire plus de sens pour vous, mais pas tellement important. Donc, c'est ça, c'est que ça se transmet par contact sexuel et ça se transmet aussi par le sang. En fait, la principale manière que ça se transmet, et là, je pense qu'on a un grand cours de transmission d'infection, si tu fais juste regarder les nouvelles un petit peu, c'est par les liquides. Okay? Donc, on s'entend que dans une relation sexuelle, il y a une certaine quantité de liquide qui est produit, échangé, entré en contact avec l'autre. Et c'est ça. Donc, les infections, que ce soit des bactéries ou des virus, se transmettent, vivent dans ces liquides-là et vont se transmettre s'il y a des liquides qui se touchent. Donc, on va rentrer dans le détail après tout ça. Puis évidemment, il y aura une période de questions vendredi prochain. Fait, avant de commencer, qu'est-ce qui fait que tu vas être plus à risque? Hein? Donc, c'est quoi la meilleure manière de rien attraper? Ben, c'est en termes de sexualité, on va dire l'abstinence. Maintenant, il y a le terme à la mode, c'est la distanciation sociale, qui est vrai, c'est ça. Donc, mais, mettons que tu décides quand même d'avoir une vie sexuelle, est-ce que ça veut dire que c'est automatique que tu vas pogner de quoi? Non. Okay? C'est toujours des questions de pourcentage. Donc, si tu fais certaines choses, tu as plus de risques. Si tu fais d'autres choses, tu as moins de risques. Et à la fin, ça reste un risque, ça reste un pourcentage. Fait que tu peux être quelqu'un d'hyper prudent, mais de ne pas être à 0% et d'attraper quelque chose pareil. Et au contraire, tu peux être quelqu'un d'extrêmement risqué et d'être chanceux puis de rien pogner. Là, ça ne veut pas dire que toi, tu vas être risqué, tu vas dire « Oh, vous m'avez peut-être être chanceux, mais rien pogné. » Non. La règle, c'est que tu mets toutes les chances de ton bord. Okay? De toute façon, on a parlé du condom, on a dit qu'il fallait garder les condoms, tout ça. Puis le condom, ça reste la meilleure option quand tu décides d'avoir une vie sexuelle active, donc que tu ne fais pas de la distanciation sociale. Donc, c'est quoi les facteurs de risque? Il y en a quelques-uns. J'ai mis la feuille sur la boîte à outils. Malheureusement, j'ai oublié de l'imprimer avant de m'en aller chez moi pour la fin de semaine. Donc, j'en ai pris une photo sur mon téléphone. Bon, là, ça va pas bien, quoi. Mais, fait que je vais regarder mon téléphone. C'est pas parce que je vous manque de respect, là. C'est parce que c'est pogné là. Donc, premier facteur. Les rapports sexuels non protégés, donc sans le port de condom. Clairement, hein, tes liquides sont en contact avec les liquides de ton partenaire, de ta partenaire. Donc, c'est ça. Les petites bébites, ça peut se promener. Ensuite, les relations sexuelles orales et génitales non protégées lors desquelles il y a un contact de la bouche avec les organes génitaux, pénis et vulve ou l'anus. Donc, ça revient un peu avec l'autre, sauf que là, on va dire « Ah, mais il y en a qui pensaient « Ah, c'est juste la pénétration qui peut causer la transmission de maladie. » Non. Les relations orales peuvent peuvent transmettre des infections. Okay? C'est sûr que le risque de transmission est moins grand, mais il est là pareil. Okay? Donc, oui, normalement, tu devrais te protéger aussi pendant une relation orale. C'est pour ça que, comme on a vu dans l'autre vidéo, il y a des condoms à saveur. C'est ça. Mais, c'est ça, je dirais que même ceux qui utilisent le condom pour pénétration vaginale tout le temps vont peut-être pas nécessairement l'utiliser pour les relations orales. Ce qui est pas, ça veut pas dire que parce que tout le monde le fait, c'est une bonne chose. Ça veut juste dire que il y a encore des habitudes à prendre de ce côté-là. Et on parlait de l'anus aussi. S'il y a une relation anale, évidemment, il faut se protéger. Puis pour ce qui est de la relation anale,
il y a des risques supplémentaires, surtout pour les maladies qui se transmettent par le sang, parce que euh, le vagin est élastique. Donc ça, c'est normal, c'est fait pour ça, c'est fait pour la pénétration. L'anus, par contre, n'est pas aussi élastique que ça, donc n'est pas vraiment fait pour la pénétration. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a qui ne vont pas le faire. Bon, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Ça, c'est des goûts de tout le monde. Mais ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'il y a une pénétration anale, il va y avoir des petites déchirures au niveau de l'anus. Okay? C'est pour ça que même quelqu'un qui aime les pénétrations anales vraiment beaucoup, 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 ne peut pas en faire plusieurs fois par jour à tous les jours. Parce qu'à un moment donné, il y aurait des dommages permanents. Donc, avec ces petites déchirures-là, ça veut dire que le sang est plus exposé. Donc, si le sang est plus exposé, ben, ça veut dire que les maladies qui se transmettent par le sang vont se transmettre plus facilement si tu as une relation anale non protégée. OK. Ensuite, troisième facteur, la multiplication des partenaires sexuels. Ben, c'est sûr que si tu fais avec plus de personnes, ben, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui l'a. Puis après ça, ben, si toi tu l'as, ben, tu as plus de chances de le transmettre à d'autres. Le gros problème avec la plupart des ITSS, et c'est la même chose qu'avec le COVID-19 en passant, c'est que tu ne présentes pas de symptômes avant un bon bout de temps. Ça veut dire que tu l'as, tu n'as pas de symptômes. Donc tu ne sais pas que tu l'as. Et tu le transmets à d'autres parce que tu penses que tu ne l'as pas, tu penses que tu es en santé. Donc, c'est la même chose qu'avec la COVID. Sauf que là, c'est pas juste un, en tout cas. C'est un masque ou un condom, c'est ça. Donc, évidemment, plus de partenaires sexuels, c'est sûr. C'est pour ça aussi que ça se transmet plus facilement chez les jeunes. Parce que, habituellement, quand tu es jeune, les relations de couple sont moins stables. En général, je dis pas qu'il y en a que ça dure pas longtemps et tout ça, mais en général, les relations de couple sont un peu moins longues. Donc, évidemment, ça fait qu'il y a plus de partenaires sexuels. Ensuite, l'échange et le partage de matériel d'injection ou d'inhalation de drogue, donc seringue et pipe. Donc, une seringue, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça rentre en contact avec ton sang. Donc, si toi, tu utilises une seringue qui a été utilisée par quelqu'un qui est infecté par... Les deux principales infections qui se transmettent par le sang, c'est le sida et l'hépatite B. Ben, si tu as quelqu'un qui l'a utilisé, puis toi, tu prends la seringue après, ben, c'est ça. OK? C'est pour ça que dans certains quartiers de Montréal, vous allez avoir des centres d'aide pour les sans-abri où ils vont fournir des seringues neuves pour les gens qui sont toxicomanes. Pas pour les encourager à se droguer. Ça, de toute façon, si vous connaissez quelqu'un qui a un problème de drogue, vous savez très bien que ces personnes-là n'ont pas besoin d'encouragement. Par contre, ce qui se passe, c'est que ça... en faisant ça, ben, au moins, ils savent qu'en plus d'avoir un problème de drogue, ben, ils n'auront pas un problème de sida ou d'hépatite qui va se rajouter par-dessus. Donc, c'est pour éviter un problème de santé publique pendant que tu essayes de régler le problème de toxicomanie. Je crois que c'est à Vancouver aussi, une machine distributrice de pipes de crack pour ça. Donc, évidemment, encore là, c'est pour éviter la transmission d'infection. Et ça marche quand même assez bien. Ça permet aussi à ces gens-là d'avoir un endroit où ils peuvent s'injecter. Comme ça, ils ne vont pas faire ça dans une ruelle d'un quartier résidentiel, puis ils laissent traîner leurs affaires après. Ensuite, donc le contact avec une seringue contaminée, donc comme je disais, rien avec ça. Fait que si c'est un toxicomane qui est laissé à lui-même, qui abandonne sa seringue par terre dans une ruelle, ben après ça, ouais, c'est ça. Les tatouages et les perçages avec des aiguilles, avec une aiguille qui n'est pas neuve ou stérilisée. Donc, si tu vas chez un tatoueur, chez un perceur, il n'y en a pas de problème. Ces gens-là, c'est leur business. Et la partie la plus importante de leur business, c'est leur réputation. Fait que s'il y a quelqu'un qui attrape le sida à cause d'une aiguille qui a mal été nettoyée, ben la business, elle vient de finir parce que la réputation ne sera plus là. Donc, c'est sûr que dans ces places-là, ils vont faire super attention, puis ça va bien. Par contre, c'est un chum qui est un peu flyé, puis qui dit « Hey, j'ai acheté un kit de tatouage sur Amazon, ça te tente-tu qu'on essaye de quoi sur toi? » Réponds non. Dis non. Dis non. OK?
T'sais. Je sais que ça coûte cher, ok, bon, un perçage, là, bon, moi j'en ai pas, mais je paye pour certains, et bon, c'est pas le bijou qui coûte cher, c'est la personne qui fait le trou, là tu te dis, ah, on pourrait le faire moi-même, regarde, prends, investis un petit peu là-dedans, au moins tu sais que ça va être fait correctement, t'sais. Ok, bon, qu'est-ce que c'est ça? J'ai mon Messenger qui pop tout le temps, mais c'est pas important. Ok, ensuite, le dernier, ça va peut-être en faire sourire quelques-uns. L'échange ou le partage de certains objets d'hygiène personnelle ou intime, donc rasoir, brosse à dents, jouets sexuels, qui ont pu être en contact avec des fluides du corps ou le sang. Donc, brosse à dents, c'est assez évident. De toute façon, c'est wash, tu ne prends pas la brosse à dents de quelqu'un d'autre. Ça, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Même si on ne sait pas exactement pourquoi, le facteur wash est assez important. Le rasoir, par contre, hein, donc, tu utilises le rasoir de quelqu'un parce que toi, tu as décidé que là, c'était la première fois que tu te rasais, puis que tu étais écœuré de te faire niaiser pour ta moustache molle qui pousse depuis peut-être quelques mois. Fait que là, tu dis, bon, là, ça va faire, je rase ma moustache molle. Bon, ben, c'est ça, ça se peut. Fais attention d'où est-ce que tu le prends, à moins que tu ailles t'acheter ton rasoir directement. Puis l'autre, évidemment, jouet sexuel, ben, sans rentrer dans les détails, ben, clairement, un jouet sexuel, ça va être en contact avec des liquides intimes, et ces liquides-là peuvent contenir des bactéries, des virus. Donc, si tu partages avec quelqu'un, ben, c'est important de nettoyer avant et après chaque utilisation, là, si on veut. Euh, Heureusement, maintenant, ces jouets-là vont tous au lave-vaisselle. Oui, je sais, en tout cas, il y a des images mentales. Mais c'est ça, ce que je voulais dire aussi. Donc, si, mettons, si tu partages. Si, mettons, c'est un jouet sexuel qui a la forme d'un pénis, ben, si tu veux être sécuritaire, ben, tu mets un condom dessus. Ben oui, ben oui, tu peux le mettre là-dessus aussi. Hein? Puis si c'est un jouet sexuel qui est en forme, je sais pas moi, de vagin, ben, toi, tu pourrais mettre le condom pour l'utiliser. Ça, c'est évidemment si le jouet va être partagé. S'il n'est pas partagé, ben, le garde-toi. De toute façon, normalement, ces jouets-là, vous n'y avez pas accès tant que vous n'avez pas accès à un sex shop, ce qui est correct. Là. Et ça, donc ça, c'est les différents facteurs. Puis en bas, j'ai fait un petit résumé. Donc, il y a deux éléments importants à retenir. Ça revient tout le temps la même chose. Hein? Le numéro 1, surtout, c'est vraiment le plus important. Hein? Toute activité qui entraîne un contact entre les fluides corporels des deux partenaires, donc sang, sperme, sécrétion vaginale, salive, est un facteur de risque. Et voilà, c'est tout. Donc, si tu penses qu'il y a des liquides qui peuvent être en contact, il y a des chances qu'il y a des... Il y en a qui vont dire, oh shit, salive, attends un peu, la salive, ça peut transmettre... Ça dépend quelle maladie, là. On sait que tu as la grippe, la COVID, là, tout ça qui peut être transmis. C'est sûr que le sida, y en a qui disent que ça a pu être transmis, mais on parle de pourcentage extrêmement faible. Là, je parle, j'ai pas toutes les informations, mais en général, c'est clairement, là, le sperme et le sang sont les deux principaux là, vecteurs là, de transmission. Et l'autre en dessous, une petite... Merde, qu'est-ce que je fais ici? Il y a des petits problèmes avec la technologie. Et la deuxième, si on se place dans une situation où notre jugement peut être diminué, comme lorsqu'on consomme de l'alcool ou des drogues, on augmente les risques. Donc, tu vas dans un party. Si, disons, que tu es un petit peu trop intoxiqué, exemple, avec de l'alcool, ben, peut-être que tu vas avoir plus de difficultés à mettre le condom, ou peut-être que tu vas faire juste « Ah, fuck it, je ne mettrai pas le condom ». Et c'est comme ça que déboule une série d'événements qui pourraient ne pas être plaisants pour toi. Donc, en général, c'est pour ça que si tu vas dans des parties, puis ça, c'est pas juste bon quand vous êtes ado, c'est bon quand vous êtes adulte aussi, puis tout ça, là. Tu sais, on aimerait ça pouvoir vous dire prenez pas d'alcool, prenez pas de drogue, c'est mal, tout ça, puis oui, c'est vrai que c'est pas bien. Mais regarde, on sait qu'il y en a certains parmi vous qui vont peut-être essayer pareil. Fait que ceux qui décident d'essayer pareil, là, au moins faites-le si vous êtes entouré de personnes qui sont en qui vous avez confiance. Ça va éviter les abus, tout ça. OK?
Là, je dirais, c'est pas pour être sexiste, mais c'est encore plus important pour les filles parce qu'il y a plus de risques d'agression sexuelle quand tu es une fille. Je dis pas que les gars, il n'y a pas de risque d'agression sexuelle, mais c'est plus évident pour les filles. Donc, en général, disons que mélanger substance et sexualité dans une situation de risque, c'est pas une bonne idée. Puis ça, à n'importe quel âge, c'est pas une bonne idée. Okay? Donc, vous dites, oh, c'est pas grave, moi, de toute façon, j'ai pas de vie sexuelle présentement. Moi-même, en année, ça m'arrive. Bon, fait que ça, c'est à risque. Donc, comme j'ai dit, la plupart des... le téléphone n'a plus besoin. La plupart des infections n'ont pas de symptômes. C'est sûr que si tu as des symptômes, c'est facile, tu vas voir le médecin te prescrit le traitement, c'est réglé. Mais si tu n'en as pas, puis tu sais que tu as eu des comportements qui étaient pas très sécuritaires, tu veux savoir si tu as été infecté. Alors là, il faut que tu ailles prendre rendez-vous. Donc, je sais que l'infirmière de l'école est capable de faire des tests. La plupart des tests se font avec un test d'urine maintenant. Là, il y a aussi des prises de sang. Donc, ça se fait assez facilement. Il y a une infirmière de l'école qui peut le faire. Sinon, elle peut prendre rendez-vous pour toi au CLSC. Après ça, là, je ne sais plus c'est quoi. Dans mon temps, la dernière fois, j'ai fait un test comme ça fait un bout. Là. C'était 3 semaines de délai. Je pense que c'est moins long maintenant. Fait que si tu ne reçois pas de nouvelles ou si tu reçois une bonne nouvelle, ben tant mieux, ça veut dire que tu n'as rien. Si par contre, ils disent que tu as de quoi, ou s'ils disent oui, on aimerait ça discuter des résultats de vos tests, ça veut dire que tu n'as pas rien de quoi. Fait qu'il faut t'aller voir. C'est ça. Puis pour les tests, habituellement, ils vont faire les plus fréquents. Chlamydia, gonorrhée, ça c'est les plus fréquents, donc ils vont te le faire automatiquement. Puis là, après ça, ben, dépendant des types de comportements à risque que tu as fait, ben, là, ils vont en rajouter d'autres. Ou si toi, tu demandes, tu dis, mettons, ben, j'ai couché avec quelqu'un qui a été testé positif pour, je sais pas moi, l'hépatite B, ben, je veux le faire tester pour l'hépatite B, ben, ils vont te faire tester. Tous ces tests-là sont gratuits en passant, il n'y a pas de problème. C'est tout couvert par l'assurance maladie. Fait que là, évidemment, le médecin va te dire, c'est quoi que t'as, c'est quoi le traitement. Puis là, après ça, tu as une partie de responsabilité sociale qu'il faut que tu fasses, c'est que là, il faut que tu appelles ton ou tes partenaires sexuels que tu as eus dans les derniers mois pour leur dire, écoute, j'ai été testé positif pour telle maladie, tu devrais peut-être te faire tester toi aussi. Puis oui, je sais, des fois, c'est pas toujours des relations qui finissent dans des bons termes. Mais faites quoi, arrange-toi pour que la personne le sache. Après ça, ben, c'est plus ton problème. Là. Mais il faut au moins que tu prennes tes responsabilités de ce côté-là. Puis là, ben, il y a les traitements. Fait que là, ça dépend. Il y a des maladies qui se guérissent facilement avec des antibiotiques. Fait que ça va bien. Hein? Ceux qui ont déjà eu quelque chose qui nécessite des antibiotiques, hein, c'est à peu près 1 semaine, 2 semaines. Tu prends tes pilules à tous les jours jusqu'à temps que le pot de pilule soit vide, puis après ça, c'est fini. D'autres fois, ben, c'est plus compliqué. Exemple, l'hépatite B, ça peut prendre jusqu'à 1 an de traitement. Et il y a des maladies qui ne se guérissent pas du tout. Exemple, le sida. Le sida, on n'a toujours pas de remède. On a un traitement, mais on a, pour que ce soit moins pire, mais on n'a pas de remède. Bon, fait qu'on va y aller avec la liste des... Là, je vais y aller rapidement parce que c'est beaucoup d'informations. Fait que si on regarde les 3 premières, chlamydia, gonorrhée et syphilis, qu'on a à la page 115. Ces 3-là, c'est vraiment les plus fréquentes. Okay? C'est des infections à bactéries. Fait que ça veut dire, quand c'est une bactérie, ça veut dire que la plupart du temps, on peut tuer ça avec des antibiotiques. Donc, ce qui est le cas. Fait que ces 3 maladies-là étaient dangereuses avant l'invention des antibiotiques, mais maintenant, si tu les dépistes à temps, ça va bien. Tu sais, comme la chlamydia, bon, la chlamydia, par contre, c'est pas dangereux si tu la prends assez vite puis tu la traites rapidement. Si tu la traites pas, par contre, bon, pour l'homme, je pense pas qu'il y ait de gros dommages permanents, mais pour la femme, ça peut faire beaucoup de dégâts au niveau de l'utérus, des trompes de Fallope, donc elle pourra plus avoir d'enfants. Donc, c'est important de dépister vite. La gonorrhée, un peu le même principe. Ça, la gonorrhée, par contre, tu as plus de chances que les hommes les détectent parce qu'il y a un symptôme qui est assez évident. C'est que ça va. Ils ont dit qu'il y a une sensation de brûlure lorsque l'homme va uriner. Donc, ça brûle quand tu fais pipi. Fait que ça, normalement, les gars, ils niaisent pas avec ça, puis ils vont voir le docteur. Donc, tu vas le savoir assez vite.
La syphilis, c'était celle-là qui était la plus dangereuse parce que ça ne se limitait pas aux organes génitaux et ça affectait le cœur, le cerveau, tout ça. Donc, ça, c'était une maladie qui était très grave avant l'invention des antibiotiques. Maintenant, ça va quand même relativement. C'est pas que il faut que tu prennes ça au sérieux si tu es infecté, mais c'est pas une sentence de mort. Ensuite, on a le sida et l'hépatite B. Donc, ceux-là se transmettent principalement par le sang. OK? L'hépatite B, ça affecte le foie. L'hépatite, maintenant, il y a des vaccins. Comme vous, si vous avez suivi le calendrier de vaccins normal depuis votre naissance, vous l'avez. OK? C'est comme moi, je ne l'ai pas, le vaccin n'a pas été inventé. Éventuellement, j'ai jamais eu, mettons, si je veux aller voyager dans le sud, il va falloir que je le prenne parce qu'il y a plus de chances de l'attraper dans le sud. Le sida, par contre, le sida, ça c'était assez impressionnant. Le sida, ce que ça fait, c'est que ça attaque ton système immunitaire. Donc, tu ne meurs pas du sida, mais tu meurs d'une autre maladie que ton corps est plus capable de se défendre. OK? Et ça, c'était particulier quand c'est apparu dans les années. Quand on a réalisé que ça existait dans les années 80, parce que avant ça, une ITSS, soit tu pouvais en mourir, mais tu pouvais la guérir, ou tu pouvais pas la guérir, mais ça te tuait pas. Donc là, c'est le contraire. Tu pouvais pas guérir et ça te tuait. Donc c'est là que ça a changé tous les comportements. C'est là que, entre autres, le port du condom a monté en flèche. Donc tous les autres moyens que je vous avais montrés il y a 2 vidéos, comme le diaphragme, la carte cervicale, l'éponge, tout ça, tous ces moyens-là ont presque totalement disparu et c'est le condom qui a pris le dessus parce que le condom prévient la transmission des maladies. Ça s'est transmis aussi beaucoup chez les homosexuels parce que, évidemment, les homosexuels n'ont pas de risque de tomber enceinte dans une relation homosexuelle, donc ne se protégeaient pas vraiment parce que ça n'avait aucun but. Et avant qu'ils figurent qu'il faudrait eux autres aussi qu'ils se protègent, il y a eu. Ça s'est répandu beaucoup plus vite dans ça, puis évidemment, comme on a parlé tantôt, dans une relation anale, étant donné que le sein est exposé, tu as beaucoup plus de risques de transmission. Quoi d'autre? C'est ça, fait que ça l'a amené un gros changement. Juste pour vous dire un changement, quelque chose qu'il y avait avant puis qui a changé depuis le temps. Et là, vos parents vont trouver ça drôle parce qu'ils vont s'en rappeler. Vous autres, vous allez trouver ça vraiment dégueulasse. Les enfants, le monde de mon âge et plus vieux, on a connu des dentistes qui ne portaient pas de gants. Réfléchissez à ça un petit peu. Bon, on passe à autre chose. Ceux qui sont trop cringe, pesez sur pause, on commencera après. OK, on s'en va à la page 116. L'herpès génital. L'herpès génital, c'est un virus. Ça fait des espèces de gros bobos qu'on appelle des feux sauvages. Et ça marche par contact. Donc, si tu as l'herpès sur tes parties génitales et que tu as une relation sexuelle non protégée, tu vas transmettre l'herpès à l'autre personne. Si toi, tu as l'herpès sur tes parties génitales et que tu as une relation orale, l'autre personne va l'avoir sur sa bouche. C'est ça. C'est de même, ça marche. Ce virus-là, il est avec toi pour toujours. Il n'y a pas de vaccin. Et 2-3 fois par année, les bobos, ils vont ressortir. Et là, à ce moment-là, tu vas devenir plus contagieux. Puis, ça va être très désagréable. C'est pas mortel. Ça va pas te tuer toi. Ça peut tuer une partie de ta vie sociale. Mais c'est pas quelque chose qui est agréable, en effet. T'es pogné avec ça, c'est ça, pour toujours. Parlant de pas agréable, les morpions et la gale, ça c'est vraiment dégueu. Les morpions, c'est comme des poux, mais sur des poils pubiens. Puis la gale, c'est des parasites, mais au lieu d'être dans les poils, ils sont en dessous de la peau. Ce qui fait que ça fait des grosses gales au-dessus. Puis c'est ça. Mais tu sais, c'est le genre de gale que quand tu grattes, tu sais, normalement, quand tu grattes, on a tous déjà gratté notre bobo, là. En dessous, il y a du sang d'habitude. Mais quand tu grattes ces gales-là, c'est pas du sang qui est en dessous, c'est du pu. Ouais, wesh. Fait que ça, pour les morpions, c'est une genre de crème, tu sais, un peu comme le shampoing anti-poux, là. La gale, je pense que c'est des pilules qu'il faut que tu prennes. Je suis pas sûr. Ça, j'ai jamais connu quelqu'un qui l'avait ou qui a voulu m'en parler, là. Puis évidemment, pour les morpions, c'est sûr que maintenant, avec
disons, la mode de se raser les poils pubiens, qui est beaucoup plus populaire que ça l'était il y a 20, 30, 40 ans, ben, c'est clair que la transmission des morpions diminue. Hein? C'est comme mes chances de pogner des poux, c'est ça. Donc, même principe. Ensuite, il y a le virus du papillome humain, le VPH. Donc, le VPH, c'est un virus. Il existe un vaccin maintenant. Il est seulement donné aux filles parce que les filles ont plus de conséquences. Le VPH, ce que ça fait, deux conséquences. Tu as la première conséquence qui est juste, on pourrait dire, dans la catégorie chiant, c'est que ça va causer des verrues génitales. Évidemment, qui dit verrue dit traitement, et ceux qui ont déjà eu des traitements pour les verrues, ben imaginez ce traitement-là, mais sur vos parties génitales. Pas super agréable. Ce qui est plus grave par contre avec le VPH, c'est que le VPH, on a découvert que c'était la cause de certains cancers au niveau des parties génitales. Donc, cancer de, qu'est-ce qu'ils disent, là, je ne suis pas me tromper, là. Cancer du col de l'utérus, cancer du vagin, cancer du pénis, donc c'est ça. Fait qu'à long terme, ça peut être un problème. Ensuite, il y a les vaginites. Vaginite, c'est juste l'inflammation. Là, tu en as deux. Tu as trichomonas et levure. Celle qui est la plus commune, c'est vaginite à levure. Des fois, il y a des annonces à la télé. Honnêtement, c'est parce que maintenant, je stream pas mal tout, fait que je regarde plus beaucoup d'annonces. Là. Mais dans le temps, tu avais beaucoup d'annonces pour des crèmes comme Canestin ou Vagisil, tout ça. Donc, c'est des levure, c'est-tu comme dans le pain? Un petit peu, oui. C'est des champignons microscopiques qui vont causer de l'inflammation. Puis oui, ça peut se transmettre. Puis là, les gars vont dire, c'est une vaginite, fait que moi, je peux pas l'avoir. Oui, tu peux l'avoir, ok? C'est juste, je me souviens plus, je pense à un autre nom, là, mais oui, tu peux avoir de l'inflammation, puis des rougeurs, puis des douleurs au niveau du gland, au niveau du prépuce, à cause de ça. C'est le même traitement. On dit, c'est pas si pire une crème. Ouais, cette crème-là, elle chauffe un peu. Fait que, c'est ça. On fait attention pareil. Les vaginites, ça peut se développer aussi. On parle de maillot de bain souillé, tout ça. Il y a des bébés qui peuvent l'avoir parce que, étant donné que c'est chaud, c'est humide, puis si, admettons, tu te fais pas changer ta couche immédiatement après que tu as fait de quoi, ben des fois, ça peut rester là un certain temps et ça peut développer. Maillot de bain souillé, c'est exemple. Si tu gardes ton maillot de bain toute la journée, mais qu'il n'y a jamais le temps de sécher complètement, ben il y a des chances que peut-être ça se développe. Bon, c'est sûr que si tu passes ta journée dans une piscine avec de l'eau chlorée, il y a moins de chances, mais ça en fait partie. Fait que c'est pas mal ça. Alors, là, je vois pas parce que j'ai... 27 minutes 43. Bon, ça fait un petit bout, hein? On a assez parlé. Donc, il y a 2 pages d'exercices. Et ceux qui regardent la vidéo, je vous rappelle, parce qu'il y avait très peu de monde qui avait fait les pages pour la contraception. Donc, on va faire ça aussi. Et donc, sur ça, on se reverra vendredi. Et en attendant, on se lave les mains, on tousse dans son coude, on garde ses distances, puis on garde la morale.